je demanderai au tribunal de bien vouloir prendre le dossier d'exposé et le dossier de documents qui porte le titre Danemark. Le tribunal sait que le Danemark a été envahi le 9 avril 1940 en violation, comme dans les autres cas, des traités, et particulièrement d'un traité qui n'était pas ancien, puisque c'était un traité de non-agression conclu le 31 mai 1939. Étant donné que le Danemark ne se trouva pas en état d'opposer à cette invasion une résistance par les armes, les Allemands ont eu le désir d'établir et de maintenir une fiction selon laquelle ce pays ne serait pas un pays occupé. Ils n'ont donc pas institué une administration civile à pouvoir réglementaire comme ils devaient le faire en Belgique et en Hollande. D'autre part, il existait bien au Danemark un commandement militaire, puisque des troupes y tenaient garnison, mais ce commandement militaire, à la différence de ce qui s'est passé dans les autres pays occupés, n'exerçait pas de pouvoir officiel sous forme d'ordonnances ou de règlements généraux. Malgré cette fiction, les Allemands n'ont pas manqué de commettre, même dans ce pays qu'ils prétendaient ne pas occuper, des usurpations de souveraineté. Et ces usurpations deviennent alors d'autant plus remarquables que justement elles n'avaient, même du point de vue des nazis, aucun commencement de justification juridique. Pendant une première période, qui va jusqu'au milieu de l'année 1943, les usurpations allemandes prennent une forme discrète et camouflée. Il y a à cela deux raisons. La première est de tenir compte de l'opinion publique internationale, puisque le Danemark n'est pas officiellement occupé. La deuxième raison est que les Allemands avaient formé le projet de germaniser ce pays par l'intérieur en y développant la propagande politique nationale socialiste. Je pense qu'il est intéressant de préciser rapidement que cette entreprise de germanisation interne avait été déjà commencée même avant la guerre. Elle est exposée d'une façon détaillée et très intéressante dans une partie du rapport officiel du gouvernement de Danemark, rapport que je dépose au tribunal comme document 901. Ce document 901 est l'ensemble du dossier vert que le tribunal a sous les yeux. Il se compose de plusieurs parties. Le sujet dont je parle en ce moment est plus particulièrement traité aide-mémoire. Ce document établit que dès avant la guerre, les Allemands avaient organisé un service d'information qui était complété par un habile service d'espionnage. Ils avaient notamment développé
une filiale du Parti national-socialiste où étaient recrutés les Allemands occupant le Danemark. Ceci est une première notion. Parti constitué par des Allemands. Parce que nous verrons tout à l'heure le Parti socialiste, national-socialiste, qualifié de danois. Cette filiale directe du parti allemand était intitulée NSDAP, Ausland Organisation, Landeskreis Danemark. Elle agissait en liaison avec d'autres institutions, notamment la Deutsche Academy, la Chambre de commerce dano-allemande et la société nordique Nordische Gesellschaft. Une organisation allemande de Hambourg, appelée Deutsche Fichtebund, qui relevait directement du ministère de l'Instruction populaire et de la propagande du Reich, avait entrepris une propagande systématique auprès de l'opinion publique danoise. Je désirerais citer sur ce point un passage du document qui est intéressant au point de vue de la préméditation allemande et au point de vue des méthodes. Ce passage se trouve dans le premier document dont je viens de parler, qualifié aide-mémoire, à la page 6 de ce premier document. Je commence ma citation au deuxième paragraphe de cette page 6 et je saute la première phrase de ce paragraphe. Je signale au tribunal, pour le cas où cela lui serait plus commode, en raison du volume du document, que ces citations se trouvent reproduites dans le dossier exposé. Citation. Cette agence d'information qui opérait à Hambourg avec pas moins de 8 adresses différentes donnait dans une de ses publications les détails suivants sur elle-même. Elle fut fondée en janvier 1914 en mémoire du philosophe allemand Fichte et devait être considérée comme une union pour la vérité mondiale. Les objectifs étaient, primo, la promotion de la compréhension mutuelle par la publication gratuite d'informations sur la Nouvelle-Allemagne et deuxièmement, la protection de la culture et de la civilisation par la propagation de la vérité sur les forces destructives dans le monde. Je saute une phrase et je continue. Cette propagande allemande avait pour but essentiel et le plus évident la création au Danemark d'un sentiment national favorable à l'Allemagne et hostile à l'Angleterre, mais elle pouvait aussi représenter une tentative de préparer le terrain pour l'introduction au Danemark d'un système de gouvernement nazi en recueillant clandestinement toutes les manifestations de mécontentement au Danemark contre le régime démocratique pour s'en servir comme de preuve documentaire dans le cas d'une action de libération dans la suite. Ainsi, au mois de janvier 1940, la propagande ne se contentait plus d'attaquer l'Angleterre et ses méthodes de conduire la guerre, ni les Juifs et leur mentalité, mais elle passait à des attaques sérieuses contre la mentalité du gouvernement et du Parlement danois. Fin de la citation. Enfin, le rapport danois donne sur ce même sujet
une indication très frappante. Fin février 1940, la police danoise put saisir sur un ressortissant allemand un document intitulé « Projet de propagande pour le Danemark ». Je résume en disant cela le premier paragraphe de la page 7 du rapport. Dans ce document, on relevait une phrase caractéristique. C'est la dernière phrase de ce paragraphe, citée entre guillemets en allemand, avec traduction française entre parenthèses. La presse quotidienne devrait pouvoir être tenue sous le contrôle de la légation et de ses collaborateurs. L'Allemagne ne s'est pas limitée à utiliser ses propres ressortissants comme agents à l'intérieur du pays et à faire de la propagande. Les nazis ont également inspiré la constitution de formation politique danoise apparentée au parti nazi. Cette entreprise a trouvé tout d'abord un terrain d'élection dans le Jutland du Sud, où existait une minorité allemande. Les Allemands avaient pu ainsi provoquer la création d'un groupement appelé Schleswig Kameradschaft, SK, qui correspond exactement au SA allemand. Les membres de ce groupement recevaient un entraînement militaire. De même, un groupement appelé Deutsche Jugendschaft Nordschleswig avait été organisé sur le modèle de la Hitlerjugend. J'indique au tribunal que je résume en ce moment les indications du rapport danois pour ne pas faire une lecture longue. Ces indications se trouvent développées dans les chapitres suivants du rapport, et notamment, pour ce que je viens de dire, à la page 7. L'emprise allemande était complétée par des institutions sociales telles que la Wohlfahrtsdienst, fondée en 1929 à Tinglef, et la Deutsche Selbsthilfe, fondée en 1935, et par des institutions économiques dont le type est la Kreditanstalt Vogelgesamt, institution de crédit Vogelgesamt, qui avait réussi, grâce à un financement très habile et secret du Reich, à s'emparer d'importantes propriétés agricoles. Page 6 et page 7. Le mouvement créé dans le Jutland du Sud a essayé ensuite de s'étendre à l'ensemble du Danemark. Il a ainsi existé dès avant la guerre un parti national-socialiste de Danemark dont le chef était Fritz Clausen. Nous lisons dans le rapport gouvernemental, citation, « Pour ce qui est des relations du parti avec l'Allemagne avant l'occupation, il y a ceci à dire que tant Fritz Clausen lui-même que les membres du parti prenaient très assidûment part aux journées du parti à Nuremberg et au congrès de Streicher à Erfurt, et qu'en tout cas Fritz Clausen personnellement était en relation très intime avec le ministère des Affaires étrangères allemand. Ce processus du développement du nazisme au Danemark, parti du Jutland du Sud pour s'étendre sur le reste du pays, est illustré par le fait
que le journal nazi appelé La Patrie, qui avait d'abord été publié dans le Jutland, fut transféré en octobre 1939 à Copenhague, où il fut désormais publié comme journal du matin. Telle était donc la situation au moment du début de l'occupation. Puisque, comme je l'ai dit, les Allemands n'ont pas établi de pouvoir formel d'occupation, on comprend que les deux agents principaux de l'usurpation de souveraineté au Danemark ont été la représentation diplomatique d'une part et le parti nazi danois d'autre part. Le plénipotentiaire du Reich allemand au Danemark fut d'abord le von Rentefink et ensuite, à partir d'octobre 1942, le docteur Best. Les interventions diplomatiques contre la souveraineté danoise ont été nombreuses et ont comporté, quoique sous des formes discrètes, au début, des revendications de plus en plus étendues. Je citerai un exemple, un document qui fait partie du rapport gouvernemental. Ce document est un aide-mémoire présenté par le plénipotentiaire du Reich allemand le 12 avril 1941. Je signale au tribunal que ce texte se trouve dans le troisième des cahiers qu'il a sous les yeux. Ce troisième cahier est intitulé « Deuxième mémorandum ». Plus exactement, c'est à la suite de ce deuxième cahier, il y a un feuillet qui porte le titre « Annexe 1 ». Citation. Le plénipotentiaire du Reich allemand a reçu l'instruction d'exiger du gouvernement royal de Danemark, premièrement, une déclaration de forme faisant connaître si Sa Majesté, le roi de Danemark, à laquelle M. de Kaufmann, ministre de Danemark, se réfère, ou un membre quelconque du gouvernement royal de Danemark, avant sa publication, ont eu quelque connaissance du traité conclu entre M. de Kaufmann et le gouvernement américain. Deuxièmement, l'exécution immédiate du rappel de M. de Kaufmann, ministre de Danemark, par Sa Majesté le roi de Danemark. Troisièmement, la remise sans retard au chargé d'affaires américain à Copenhague d'une note désavouant M. de Kaufmann, communiquant son rappel, déclarant que le traité conclu n'engage pas le gouvernement danois et élevant les protestations les plus énergiques contre le procédé américain. Quatrièmement, une communication publiée dans la presse par laquelle le gouvernement royal de Danemark déclare nettement que M. de Kaufmann a agi contre la volonté de Sa Majesté le roi et du gouvernement royal de Danemark et sans leur autorisation, que son rappel a eu lieu et que le gouvernement danois considère le traité conclu comme ne le liant pas et a élevé les protestations les plus énergiques contre le procédé américain. Cinquièmement, promulgation d'une loi en vertu de laquelle la perte de nationalité et la confiscation de fortune peuvent être prononcées à l'égard d'un ressortissant danois qui, à l'étranger, s'est rendu coupable de fautes graves contre les intérêts du Danemark ou contre les dispositions prises par le gouvernement danois. Sixièmement,
poursuite en justice pour crime de haute trahison de M. de Kaufmann en vertu de l'article 98 du Code pénal civil et de l'article 3, chiffre 3, de la loi du 18 janvier 1941 et perte de la nationalité conformément à la loi à rendre mentionnée dans le numéro 5. Fin de la citation. Je crois que l'on peut voir, par cet exemple bien caractéristique, combien la souveraineté du gouvernement danois légitime était violée par les Allemands. Ceux-ci donnaient des ordres dans le domaine des relations internationales, alors que la liberté dans ce domaine constitue l'attribut essentiel de la souveraineté et de l'indépendance d'un État. Ils vont même jusqu'à exiger, comme le tribunal vient de le voir, par les 2 derniers paragraphes, qu'une loi soit rendue conformément à leurs désirs et qu'une poursuite en haute trahison soit faite en vertu de cette loi quand, par hypothèse, elle aura été rendue sur leur ordre. Je désirerais lire, pour terminer ce sujet, un passage du rapport gouvernemental danois qui figure dans le 2e mémorandum supplémentaire, page 4. Le 2e mémorandum supplémentaire et le 3e cahier du dossier vert. Au mois d'octobre, je prends ici au milieu du 2e paragraphe, au mois d'octobre, il s'est produit une crise soudaine. Les Allemands prétendant que Sa Majesté le Roi avait offensé Hitler par une réponse trop courte à un télégramme que celui-ci lui avait adressé. Les Allemands y ont brusquement réagi avec une extrême violence. Le ministre d'Allemagne à Copenhague ayant été aussitôt rappelé. Le ministre de Danemark à Berlin a été ensuite appelé au Danemark. Le ministre von Rentefil a été remplacé par le docteur Best, qui est arrivé au pays avec le titre de plénipotentiaire du Reich allemand et apportant avec lui des revendications étendues de la part du ministre allemand des Affaires étrangères, von Ribbentrop, exigeant une transformation du gouvernement danois et l'admission dans celui-ci de national-socialistes. Ces exigences ont été refusées du côté danois et l'affaire ayant été traînée en longueur par le gouvernement, elles ont été abandonnées par le docteur Best. Fin de la citation.